Bonjour à tous, bienvenue sur 1001 ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous tous les mois pour rencontrer un nouvel entrepreneur inspirant. L'occasion pour toi de découvrir le quotidien de solopreneurs et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque c'est moi qui passe derrière le micro pour fêter les 3 ans du podcast. J'ai le plaisir de revenir sur mon parcours aux côtés d'Eddy qui s'est prêté au jeu de l'intervieweur aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de 1001 ambitions. On reparle de la création de mon podcast, du lancement de mon entreprise Adeona Communication et de ma bande dessinée Sous l'eau les abysses de la surpêche. Un épisode assez déstabilisant à tourner, mais qui vous permettra, je l'espère, d'en savoir un peu plus sur moi et de mieux comprendre la mission de 1001 ambitions. Bon anniversaire et bonne écoute. Salut Maëlle, bienvenue sur 1001 ambitions. Je suis ravi de te recevoir sur ton podcast, dont on va parler un peu plus en détail plus tard. Je rappelle aussi que tu as monté ta boîte, tu as créé de toutes pièces une BD sur les enjeux de la surpêche, qui a d'ailleurs réussi à atteindre 101% sur sa campagne Ulule. On va parler de tout ça, mais avant tout, comment tu vas ? Bah bien, un peu stressée de me retrouver de ce côté-là du micro, pas trop Forcément. l'habitude, mais non, et puis je suis contente de passer de ce côté-là justement pour les 3 ans de 1001 ambitions. J'avais d'ailleurs une petite première question. Ouais. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent, même si, évidemment, tout le monde te connaît ici ? Bah, j'ose espérer qu'il y a quand même des personnes qui me découvriront avec cet épisode, mais bah, je m'appelle Maëlle, j'ai 22 ans, bientôt 23, et donc je suis entrepreneuse, je pense qu'on peut dire ça dans la globalité. Tu en as parlé, mais j'ai mené plusieurs projets. J'aime mener beaucoup de projets de front, dont ce podcast 1001 ambitions que j'ai créé il y a maintenant donc 3 ans. Et qui a pour but de mettre en avant des entrepreneurs et leur parcours pour aider les jeunes qui ont envie de se lancer ou même simplement d'inspirer les autres porteurs de projets. Voilà, je crois que c'est bien résumé. J'ai l'impression qu'on est très très bien. J'avais du coup une vraie première question, maintenant que les gens savent un petit peu qui tu es. Qu'est-ce que tu as fait comme études ? J'ai pas fait un parcours de fou parce que je me suis arrêtée tôt. En même temps, c'était il y a pas si longtemps, mine de rien. C'était vraiment il n'y a pas si longtemps. Non, il y a vraiment pas si longtemps. Donc j'ai fait un bac ES, économique et social. Maintenant tout a été bousculé, mais c'était encore ça pendant mes années. Et j'ai fait un BTS en commerce international à la sortie de mon bac. Ok. Sauf que j'ai fait 6 mois et je suis, on va dire, tombée en semi-dépression parce que c'était pas fait pour moi, tout simplement. C'était pas du tout aligné avec la personne que je suis, avec ce que j'avais envie de faire. Okay. Et du coup, j'ai complètement arrêté ce BTS en cours d'année et j'ai fait un service civique pendant 6 mois. Je suis allée faire un petit peu assistante maternelle, en gros, auprès des enfants dans une école de la ville où je suis. Ok. Et c'était très cool. Bon, il y a le Covid qui est arrivé à ce moment-là, donc c'était un petit peu bousculé en plus, mais... Forcément, ça bousculait un petit peu tout le monde. Ouais, c'est ça. La question, c'est qui ça n'est pas bousculé. Et ensuite, j'ai repris du coup mes études. Ça devait être à l'année du mi-Covid. J'ai fait une licence information communication avec une option journaliste qui prenait 40% en gros de mes semaines. D'accord. Et voilà, que j'ai eu. Et puis au bout de ces 3 ans-là, on m'a demandé si je voulais faire un master. Et j'ai répondu que non. Et du coup, j'ai décidé de créer un peu le chemin alternatif qui me correspondrait un peu plus. Ok. On va commencer à parler un petit peu plus de ton podcast, Ouais. du coup 1001 ambitions sur lequel on est actuellement. Comment t'es-tu intéressé au podcast ? Est-ce que t'en écoutais beaucoup ? Peut-être que t'en écoutes encore toujours maintenant. Comment t'es arrivé là-dedans, dans cet univers ? Carrément. Le podcast, c'était pas un média au pif quand je l'ai créé. J'adore ça.
J'en écoute beaucoup, sous beaucoup de formats, que ce soit, du format très court, du format long d'interview ou en solo ou, vidéo et aussi classique. Et puis, je suis très multitâche dans ma vie, pro comme perso. Du coup, je vais avoir vraiment tendance à écouter plein de choses en faisant plein de choses. Mmh. Puis en plus, je prends quand même beaucoup la route, enfin la voiture, régulièrement. Donc plutôt que d'écouter la radio ou d'écouter de la musique, je vais vraiment avoir tendance à aller écouter du podcast. Donc c'est comme ça que je suis arrivée, on va dire, dans cet univers-là. Tu t'es directement lancée toute seule dans le podcast. Comment tu t'es dit: «Tiens, aujourd'hui je vais me lancer, aujourd'hui je vais faire du podcast»? En fait, donc c'était ma première année de licence. Faut savoir que la licence dans laquelle j'étais, on avait, on va dire, une vingtaine d'heures, pardon, de cours par semaine, au grand maximum. Parfois, ça tournait plus autour des 10 ou des 15 heures. Et proactive comme je suis, je m'ennuyais un peu. Euh, Parce que c'est pas du tout mon tempérament de rester à rien faire et faire la sieste ou regarder des films tous les après-midi. Ouais. Et donc, j'ai décidé de mettre ce temps-là que j'avais en plus à côté de mes études à profit pour créer des choses. Et quand je me suis posé la question de créer quoi que ce soit, le podcast était une vraie évidence parce qu'en plus, on commence à arriver dans l'époque où il y avait un boom expansif du podcast Mmh. et qu'en plus, c'est donc un média que moi j'affectionnais en perso et qui en plus correspond à beaucoup de ma formation, notamment en journalisme et en com. Et donc je me suis dit, bah go, on va essayer de lancer un podcast. Donc bah j'ai essayé et puis OK. on en est là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire que ça va faire 3 ans que ça existe. Il y a plus de 30 entrepreneurs qui sont passés à mon micro et que j'ai pu faire découvrir par mon prisme. Et je suis très très fière de ça. C'est très cool, je suis très contente. Mais je pense que tu peux, parce que moi j'ai du coup, évidemment pour pouvoir faire un petit peu cette interview et en essayant de garder un petit peu, ton univers, j'ai Mhm. du coup écouté beaucoup de personnes et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des parcours hyper intéressants et c'est des gens que j'aurais sûrement jamais écoutés autre part, honnêtement Clairement. et non, c'était vraiment super intéressant. Et puis c'était un peu l'objectif aussi en fait. C'est pas parce qu'on va parler d'entrepreneuriat que j'ai envie qu'on ait que des gros entrepreneurs qui ont 15 ans de boîte dans les pattes et qui parlent de la même chose, entre guillemets. Mmh. Aller interviewer, par exemple, je pense à Capucine d'Over the Rainbow sur son parcours avec les violences conjugales chez les mineurs. C'est un parcours que même moi j'aurais pas écouté en fait autre part, ou Mmh. en tout cas pas si j'étais tombée sur son profil, et pourtant qui a énormément apporté et qui est ultra ultra pertinent, je pense, à la fois pour se booster et s'inspirer, mais aussi pour bah, parfois pas refaire les mêmes erreurs. Le nombre de conseils qui ont été donnés au cours de ces plus de 30 épisodes, c'est impressionnant, et je pense que c'est une vraie mine d'or, les conseils de ces entrepreneurs-là pour avancer et puis faire les choses du mieux possible, tout simplement. Mmh. Et du coup, avant d'arriver avec des gens comme, François de la freelancerie ou Hélène, d'Hypnaprod, faut qu'on revienne avant sur quelque chose, une date en particulier, c'est le 2 août 2021. Le 2 août 2021, c'est là où tu as posté ton premier podcast, c'est là où tu t'es dit: «OK, j'ai tourné un podcast, je sens que c'est bien, ça me convient». Et est-ce que tu te rappelles de tes premiers invités? Bien sûr. C'était Aline et Maëva de l'entreprise Dune Atelier qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais Tout qui à fait. sont deux amis très proches avec qui je vais boire des verres dans la semaine. Donc c'est vraiment des amis. Et puis c'était important pour moi de commencer avec elles parce que à la fois il y avait une sécurité
personnel, de me dire que je me lançais pas entre guillemets dans cette affaire toute seule, avec des invités que je ne connaissais pas, etc. Et puis parce elles avaient un projet que j'estimais et que j'estime toujours révolutionnaire. On était sur de l'éco-conception de textile, du prêt-à-porter pour hommes et pour femmes, qui était donc produit à base de récupération de tissus qui sont de restes de tissus en fait jetés par les usines. Et mais cette idée était géniale et leur concept était fou. Malheureusement, ça n'a pas perduré jusqu'à aujourd'hui, mais je pense d'ailleurs à les réinviter parce que elles ont toutes les deux, à travers toute cette expérience-là, euh, appris énormément et que c'était très très cool, très très intéressant de les recevoir et puis de parler de, de cette aventure-là à cette période-là. Et puis c'était un beau premier épisode. Ouais, OK, très bien. Là, aujourd'hui, la saison 3 est finie, Oui. à l'heure où on tourne et à l'heure où cette vidéo sortira. Est-ce Mhm. que tu as déjà trouvé tous tes invités pour la saison 4? Est-ce qu'on peut avoir ton ressenti sur ces 3 saisons? Carrément. Déjà, je suis très fière euh, d'avoir pu mettre en lumière autant de profils aussi divers. Parce que c'était vraiment l'objectif originel de Mille et une ambitions. Donc je trouve que de ce côté-là, le pari est quand même plutôt bien tenu. Je suis très contente aussi de cette troisième saison parce que effectivement, je pense qu'elle est révélatrice de mon évolution aussi personnelle, c'est-à-dire que j'interviewe, je pense, avec plus d'aisance. Et j'interviewe des profils qui sont aussi plus installés et peut-être un peu plus avec un peu plus d'impact. Pas que les premiers n'en avaient pas, mais, euh, mais je suis très contente de ça. Et ces 3 saisons, elles me boostent encore plus à me dire que c'est important de partager ces parcours d'entrepreneurs et puis de partager des parcours d'entrepreneurs différents aussi. Notamment, j'ai eu la chance sur cette saison d'interviewer plusieurs jeunes entrepreneurs, un accent sur lequel j'aimerais par la suite vraiment travailler, parce que je pense qu'il y a un élan et une force dans la jeunesse entreprenante qui est très très intéressant et qui, couplé justement à des personnes avec plus d'expérience et qui vont avoir des conseils à donner, donne un mélange un peu magique que j'ai très Mmh. envie de retransmettre à travers mon podcast. C'est vrai qu'effectivement, l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on voit ça, comme quelque chose de très compliqué. Pour les personnes qui s'y connaissent pas du tout, qui sont pas du tout dans le milieu, c'est hyper dur de comprendre ce que ça peut être l'entrepreneuriat, ce que ça peut être, Ouais, clairement. heu, bah, le fait de s'engager tout seul parce qu'il y a un il y a moins d'une dizaine d'années, quand on disait, «Je vais lancer ma boîte, tout seul», on disait: «Ouais, tu vas juste être au chômage et tu vas pas faire grand chose, Mhm. quoi». Mais c'est vrai que, quand, c'est des personnes, on va dire un petit peu plus âgées qui font ça, on a tendance à comprendre que c'est pas juste, pas faire grand chose. Mais quand c'est des jeunes, on a tendance, c'est vrai, à se dire, «Bon OK, il sait pas trop ce qu'il veut faire, donc il fait des trucs à droite à gauche, quoi». Mhm. Et puis il y a plus un truc de... on a l'impression qu'une personne plus âgée, qui par exemple est passée plus longtemps par du salariat, va avoir l'expérience pour se dire qu'elle est en capacité de se lancer dans l'entrepreneuriat et de se dire que du coup un jeune qui sort d'études ne peut pas l'avoir. Alors certes il peut pas avoir cette expérience-là, mais il peut quand même avoir les idées, la motivation, la force et la sagesse pour se lancer quand même et tout aussi bien réussir. Donc c'est une des choses que j'ai très envie de mettre en avant Mmh. dans les prochains mois. Très bien. On reviendra un petit peu plus tard sur ton podcast. Tu as aussi monté ta boîte de com, Adeona Communication en 2024. Mhm. 1re question, déjà, pourquoi tu as choisi Adeona comme nom? Alors Adéona, c'est une déesse grecque qui accompagne les personnes dans leur voyage. Et quand j'ai voulu créer, alors je précise, c'est pas une boîte de communication, puisque je ne me prétends absolument pas être une agence. C'est plus, moi je vais faire ce qu'on appelle du consulting en stratégie de médias.
Mmh. J'y reviendrai après. Et donc, mon idée, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans leur voyage entrepreneurial, comme pouvait le faire cette déesse à travers l'accompagnement au voyage des personnes. Moi, je le Mmh. fais dans ce voyage entrepreneurial. Et donc, consultante en stratégie média, ça veut dire que je vais intervenir pour accompagner les entrepreneurs pour faire en sorte que leurs médias, qui sont en fait le premier reflet que de potentiels clients vont apercevoir, soient vraiment le reflet de leur vision et de ce qu'ils ont à apporter. J'aime bien la phrase de dire que les médias d'une personne vont parler avant elle, et encore plus les médias d'une entreprise. Donc mon ambition, c'est de venir accompagner pour que, ils reflètent vraiment, la vision et les valeurs qu'ils ont envie de transmettre, à travers, leur entreprise. Mmh. Qu'est-ce qui t'a intéressé, là-dedans et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette aventure? Hem, je pense que déjà il y avait, une première chose, c'est que je me voyais pas partir en master après ma licence, parce que tout simplement, je pense pas avoir fait le tour. Ce serait excessif de dire ça. Je pense plus que le master était pas fait pour moi à ce moment précis, parce que je n'avais pas envie de m'impliquer dans des d'autres études sans, qu'il y ait un, domaine, vraiment très précis. Hem, donc j'ai fait le choix de l'entrepreneuriat parce que déjà il y avait ce côté où j'avais pas envie de faire de master. Et qu'en fait, tout simplement, j'avais envie d'essayer. Il y a pas, beaucoup, plus loin à chercher que ça. J'avais envie d'essayer l'entrepreneuriat après en avoir parlé pendant presque 2 ans autour d'un micro, avec des entrepreneurs et avoir côtoyé beaucoup d'entrepreneurs. Je me suis rendu compte que c'est une manière de travailler qui pouvait me correspondre, que ce soit, par, l'autonomie que ça peut apporter, la liberté de projet, l'organisation, qui, est hyper personnelle. Toutes ces thématiques-là, étaient pour moi, reflétaient en tout cas ma personnalité et ce que j'avais envie de retrouver dans mon travail. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée d'essayer de se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans tous les cas, je n'aurais jamais rien perdu et je ne dis pas que je reprendrai pas du salariat dans quelques années, j'en sais rien Mmh. et je verrai bien comment ça va se passer. Juste, j'avais envie d'essayer cette aventure-là et c'est ce que je fais avec Adeona. Pour beaucoup d'entre nous, monter sa boîte, ça fait un peu peur. Quand tu l'as vécu ce lancement, est-ce que tu avais déjà des idées pour te sécuriser? Ou tu t'es dit: «Bon, j'y vais et on verra bien comment ça marche»? Alors, j'y vais et on verra bien comment ça marche, c'est pas trop mon tempérament. J'ai tendance à plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire bien sécuriser effectivement, comment je me lance et c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que, encore aujourd'hui, je garde un tout petit peu de salariat, enfin un tout petit peu, ça dépend la ce qu'on appelle un tout petit peu, mais en tout cas, voilà, j'ai encore, quelques jours dans la semaine qui sont, pour, du salariat à côté, qui me donne une Mmh. sécurité financière tout simplement et puis, une capacité aussi de pouvoir, refuser des clients avec lesquels j'aurais pas envie de travailler, Ouais. par exemple, puisque j'estime que c'est, l'un des axes le plus important de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir choisir les personnes avec qui on veut travailler. Et non, j'ai fait en sorte de garder, quand même cette petite sécurité, que ce soit, du coup financier, mais aussi, pour le reste. C'est-à-dire que je me suis pas lancée du jour au lendemain. Mmh. J'ai passé quasiment, 6 mois à préparer ce lancement pour savoir exactement dans quoi j'avais envie de m'embarquer et puis, comment le faire, plus précisément, quoi. OK, très bien. Aujourd'hui, tu proposes, plusieurs offres, Ouais. mais je trouve que tout ce qu'elles ont en commun et j'ai l'impression que c'est un peu ton credo, tu proposes pas de formule toute faite, tu proposes de co-construire l'accompagnement en fonction des différentes personnes, des Complètement. différentes entreprises. Comment tu détermines quel va être le meilleur accompagnement, le meilleur, stratégie et cetera? C'est exactement ça, c'est, toujours de la co-construction pour mes accompagnements en consulting notamment, même si, c'est pas le cas pour toutes mes offres, notamment j'ai, 1 ou 2 offres qui vont être un peu plus, posées, on va dire, notamment, l'audit de réseaux sociaux, qui est le même, on va dire, pour tout le monde et je propose un atelier, en podcast qui pour le coup est le même.
quelles que soient, on va dire, les personnes. Mais pour Ouais. tout ce qui va être accompagnement dit personnalisé, effectivement, c'est de la co-construction complète, puisque je pars du principe que chaque entrepreneur est différent. Mmh. On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous le même temps à accorder à la communication, à l'organisation, au fait de travailler sur son entreprise, etc. Et donc, on ne peut pas, en fait, tout simplement proposer un accompagnement qui soit le même pour tous les entrepreneurs. Ou en Ouais. tout cas, ça veut dire qu'il sera absolument pas adapté à tout le monde. OK. Donc, c'est pour ça que moi, je veux le co-construire. Et en général, c'est toujours de manière assez simple et intuitive, en fait. C'est que on va faire un premier rendez-vous ensemble où on va poser les besoins, euh, poser les choses. De quoi tu as réellement besoin, de quoi tu as envie pour ton entreprise, quels sont les objectifs que tu veux atteindre, euh, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui et sur quoi est-ce que tu as besoin d'avancer, sur quoi est-ce que moi je peux t'aider. Et à partir de ces besoins-là, on va construire l'accompagnement ensemble, que ce soit construire le rythme, construire les modules. En général, je propose plusieurs modules qui sont préconstruits, mais que la personne va choisir ou non en fonction de ses intérêts et de ses besoins. Et c'est comme ça qu'on co-construit ensemble. C'est vraiment... il faut imaginer un gros Tetris sur lequel on va empiler les blocs. Et ouais, du coup, comment tu détermines quel va être le meilleur accompagnement ou la meilleure stratégie, en fonction de la personne? Bah, justement, ça va dépendre de ça. Ça va... Si on parle du coup là de stratégie de com, Mmh. vraiment de communication, Mmh. ça va dépendre de beaucoup de choses, mais la première chose, c'est quel est le temps et les moyens qui sont disponibles. Donc, combien de temps dans ta semaine est-ce que tu peux passer à travailler sur ta communication? Est-ce que tu veux le déléguer ou est-ce que tu veux le garder pour toi? Parce que ça, c'est hyper important. Tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait de déléguer entièrement sa communication, et encore plus quand c'est de l'entrepreneuriat, parce que c'est notre entreprise et notre petit bébé en général, donc c'est Ouais, bien difficile sûr. de le passer dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc sinon, bah, on passe par de la formation plutôt que de la délégation, par exemple. Mmh. Et puis à la suite de ça, on va aller définir des objectifs. OK. Quel type de public on veut cibler, quel message on veut faire passer, quelle vision doit être dominante dans cette communication-là. Et puis bah, à la suite de ça, on choisit des canaux de communication OK. et on va construire, bah, du coup, là pour le coup, une vraie stratégie, c'est-à-dire que on va définir le nombre de publications qu'on veut sur tel canal et puis de quoi on va vouloir parler pour que ça soit cohérent et que ça transmette cette vision qui est pour moi la base de tout. Tu envie de proposer d'autres offres pour te développer aujourd'hui? Ou tu préfères prendre ton temps pour, avancer plus sereinement et on va dire, pas grandir trop vite? Alors c'est pas une question de grandir trop vite, c'est plus une question, je pense à l'inverse, de prendre le temps. Mmh. Aujourd'hui donc j'ai 3 offres. J'ai une partie qui va être de travailler tout ce qui est réseaux sociaux, une partie qui va être de travailler tout ce qui est podcast et une partie de gestion de projet et d'accompagnement en gestion de projet. C'est déjà 3 offres qui sont quand même, je trouve, assez complètes et assez complémentaires aussi, Mmh. euh, mais qui sont déjà, on va dire, assez imposantes chacune. On attaque de grosses thématiques. Et aujourd'hui, je préfère me concentrer déjà sur le fait de développer ces 3-là, puisque mon entreprise n'est pas vieille, hein. Elle a moins de 6 mois. L'idée, c'est plus d'aller vraiment développer ces offres-là pour qu'elles trouvent leur public, déjà dans un premier temps, et surtout que je puisse avoir des retours de ces publics-là pour les améliorer, les perfectionner et faire en sorte qu'elles soient les plus optimales pour Mmh. les clients à venir possibles, avant d'aller réfléchir à d'autres offres complémentaires, même si je t'ouvre ma page Notion avec les idées que j'ai de nouvelles offres, je pense que ça ferait hurler n'importe quelle autre personne que moi. Mais, je manque pas d'idées, ça c'est sûr, mais en tout cas, Mmh. voilà, pour le moment, je me concentre sur développer celle-ci et puis vraiment les perfectionner pour qu'elles soient bah, de vraies bonnes offres qui peuvent aider mes clients. Du coup, on va parler un petit peu plus, des «mauvais côtés» entre guillemets, on va dire des côtés peut-être un petit peu moins cool. Mais que ça soit pour, ton podcast ou
pour ton entreprise. C'est quoi les grosses difficultés que tu as rencontrées, du fait d'être tout seul? Difficulté d'être toute seule. Je pense que le plus gros problème d'être toute seule dans l'entrepreneuriat, mais c'est un problème qui est très récurrent, hein, c'est cette histoire de syndrome de l'imposteur. Donc pour les personnes qui savent pas, c'est histoire de se demander si on a vraiment sa place là, pourquoi on est là et si on en est capable par rapport aux autres. Mmh. Et c'est toujours très compliqué parce que quand tu es salarié avec un patron ou dans on va dire un format un peu classique, tu es dans une situation où tu sais que tu es là pour tes compétences et si ça n'allait pas avec ces compétences-là, bah, tu te fais taper sur les doigts et puis voire tu te fais renvoyer. Dans l'entrepreneuriat, ça se passe pas comme ça. Tu es ton propre patron, donc en fait, tu n'as personne pour venir te taper sur les doigts à part toi-même, mais tu as aussi personne pour venir te féliciter dans l'autre sens. Ouais. Donc il faut réussir à trouver cet équilibre et puis à s'écouter assez pour savoir quand on est dans le vrai ou quand on est dans l'exagération de parce que j'ai passé une mauvaise semaine ou que j'ai eu une mauvaise nouvelle avec un client ou autre, bah ça ne doit pas venir remettre en question tout le reste et tes capacités, c'est pas du tout le cas. Mais Mmh. c'est parfois difficile de faire la part des choses entre, entre la réalité et puis ce qu'on va avoir dans la tête. Mmh. Du coup, maintenant que qu'on a lancé un petit peu le sujet, tu as parlé d'équilibre. Est-ce que tu as réussi aujourd'hui à trouver un vrai équilibre entre ta vie pro et ta vie perso, ou c'est encore compliqué, ou ça a été compliqué, ou? Déjà, ça a été très compliqué. J'ai toujours été un peu un bourreau de travail. Je dis beaucoup que je suis proactive et c'est une vérité, mais je suis surtout quelqu'un qui aime passionnément ce que je fais et qui, du coup, a eu pendant très longtemps beaucoup de mal à trouver la limite entre le fait que mon travail soit passionnant et le fait que j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'avoir une vie à côté parce que c'est ça qui permet de nourrir aussi cette passion dans l'autre sens. Donc pendant un temps, ça a été très très compliqué. Je pense que j'ai fait un gros voyage l'année dernière qui m'a beaucoup aidée. Et puis j'ai la Mmh. chance d'avoir des proches qui sont très à l'écoute et qui savent aussi me remettre à ma place quand j'en ai besoin pour me dire que là je dépasse les bornes et que il est 23h30 et que je suis censée regarder un film et non pas monter un podcast par pur exemple. Au hasard? Mais mais aujourd'hui, alors il n'est pas parfait. Je pense que c'est un peu comme mes accompagnements, ça doit vraiment se construire, sur le long terme. Parce que les choses évoluent, les choses changent. Pour le moment, j'ai du salariat, dans mon activité professionnelle. J'en aurai peut-être plus dans 6 mois, donc j'aurai peut-être un équilibre à retrouver différemment. Mais en tout cas, je pense avoir réussi à trouver un équilibre qui est un peu plus périn, on va dire, dans lequel je me sens mieux et dans lequel Mmh. j'arrive à trouver du repos et surtout à garder ces moments de repos qui sont en fait hyper nécessaires pour pouvoir avancer et puis pour pouvoir développer mon entreprise tout simplement. Ouais, puis même peut-être pour être aussi, heu, plus productif. Je veux dire, une fois que tu t'es bien Complètement. reposé, tu vas peut-être, travailler plus vite, ou travailler, avec une autre vision, Et puis au-delà de la j'imagine? productivité, la créativité aussi tout simplement. Heu, J'étais arrivée à une période où en fait, je m'étais par exemple imposé un très gros rythme de publication au lancement d'Adeona, heu, que en fait, j'arrivais plus à suivre et je pense à la freelancerie en disant ça, mais il parlait du fond avant la forme. Bah, c'était vraiment ça. J'avais la forme, tout était là, et je publiais énormément, mais le fond n'était plus là parce qu'en fait, j'avais tellement la tête dedans, et j'étais tellement obsédée par, l'idée de publier beaucoup que, en fait, mes posts étaient beaucoup moins qualitatifs et avaient beaucoup moins d'intérêt et c'est quelque chose que j'essaie de m'imposer maintenant dans ma vie pro, de me dire, que en fait, quand je planifie ma semaine, mes temps de repos et mes temps pour moi sont planifiés d'abord. Et ensuite, je vais aller construire ma semaine professionnelle autour de ça, suivant mes objectifs, mais pas Mmh. l'inverse. Parce que Ouais. sinon, on va trop avoir tendance à
tout simplement à squeezer les temps de repos qui sont nécessaires pour retrouver productivité, efficacité et surtout créativité. Parce que Ouais, je pense que le nombre d'entrepreneurs qui m'ont parlé du fait que leurs idées leur venaient sous la douche euh, parce que c'était l'un des seuls moments dans lesquels ils faisaient rien, c'est hyper révélateur. Et aujourd'hui, si on mettait les trois quarts des entrepreneurs qui sont surmenés autour d'une table et qu'on les laissait juste avec une feuille blanche et un moment de rien, ils redeviendraient créatifs tout simplement. En tout cas, c'est ce ouais, que je pense. ok. Je vais juste revenir un petit peu sur la question d'avant. C'était quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée? Depuis, on va dire, depuis que tu as créé le podcast ou depuis que tu as monté Adeona? Je pense que c'est la peur, parce que la peur est tellement paralysante que elle peut vraiment nous empêcher de faire des choses. Euh, j'ai réussi à la surmonter, mais ça a été très très difficile sur certaines périodes d'oser lancer de nouvelles choses. Euh, et en fait, c'est pas une grosse difficulté en soi, c'est plus plein de petites difficultés. Mhm. Je pense par exemple au fait de commencer à parler sur LinkedIn. Euh, J'avais extrêmement peur d'essayer de parler sur LinkedIn parce que je le voyais comme un réseau professionnel, voilà, très dur, très Ce qui est un peu le froid. cas. Ce qui est un peu le cas. De moins en moins, et en fait, avec du recul aujourd'hui, tout le monde peut s'exprimer sur LinkedIn. Euh, Il y a des préjugés à certaines choses qui parfois peuvent nous faire très peur, et ne serait-ce que le fait d'essayer va nous débloquer sur ces peurs-là. En Mhm. général, on se fait une montagne de petites choses et au final, en essayant, on se rend compte qu'on n'a rien à perdre. Je pense à certains invités du podcast que j'avais peur d'inviter tout simplement. Euh, et en fait, je me suis retrouvée un jour en face de quelqu'un qui me l'a dit, tout simplement. Au pire, la personne ne te répond pas. C'est le pire qui puisse se passer. Donc au final, il faut essayer de mettre cette peur de côté. Ou en tout cas de la garder parce que elle peut être importante, nécessaire et constructive dans une moindre mesure. Mais en tout cas d'essayer de la dépasser pour tenter tout simplement. Est-ce que tu penses pas que le fait d'avoir peur, euh, ça peut être quelque chose quand même de bénéfique? Si, complètement. C'est hyper constructif aussi, ça permet une grosse remise en question, ça permet d'éviter parfois le danger dans certains domaines. La peur, pour moi, elle est constructive. Je dis juste qu'il faut essayer de ne pas lui laisser une aussi grande place que ce que l'on peut faire parfois. Et tant qu'elle ne devient pas paralysante, pour moi, la peur est constructive. Ok. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. J'avoue que moi, je suis plutôt totalement à l'inverse de toi. Je suis totalement à l'inverse de toi parce que c'est vrai que moi, quand il y a un truc qui me fait peur, je me dis: «OK, je peux y aller et on va voir comment ça se passe» et j'ai plus cette notion de stress et d'appréhension que de réelle peur et Ouais, heu et je sais que les moments où tu as peur, ça peut effectivement, comme tu as dit, être vraiment très paralysant. Mais une fois que tu es vraiment confronté à ce qui te faisait peur, en fait, au final, tu peux quand même avoir, heu, on va dire, comment je vais dire ça? Tu peux quand même te retrouver, à en fait être plus fort que ça ouais, et derrière, bah, du coup, pouvoir te construire plus facilement et avoir beaucoup moins peur, beaucoup moins d'appréhension. Je vois, par exemple, il y a énormément de personnes, qui parlent, qui dans des interviews, des personnes, que ça soit des gens qui font du théâtre ou des personnes qui font de la scène, hein, tout simplement, qui en fait ont toujours cette peur de monter sur scène, mais cette peur, ils l'ont transformée en appréhension et du coup, c'est quelque chose qui va plutôt les pousser et du coup, je pense que ça peut s'appliquer un petit peu dans ton domaine. clairement. Et puis la peur, en fait, elle peut être motivante. Un petit fond de peur et d'excitation et ouais, d'appréhension, comme tu dis, peut nourrir de grandes choses.
Pour moi, le seul problème, c'est quand elle devient paralysante et qu'elle nous empêche d'avancer, de faire Bien ce sûr. qu'on aurait envie de faire. Mmh. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je voulais revenir un petit peu sur la BD que tu as sortie, parce que je pense qu'il faut quand même qu'on en parle. Tu as coécrit, co-réalisé une BD, Mhm. qui s'appelle «Sous l'eau, les abysses de la surpêche». Comment en tant qu'étudiante, ou entrepreneuse, en fonction de l'époque à laquelle tu as sorti ça, on se dit, «Tiens, je vais sortir une bande dessinée»? On se le dit sur le ton de la blague au départ, et après ça devient une réalité et c'est beaucoup plus flippant. Non, en fait, bah, c'était un projet scolaire, donc à la base, on restait dans le cadre de quelque chose que on maîtrisait, c'est-à-dire que il fallait transformer un dossier journalistique d'une cinquantaine de pages qu'on avait fait en interviewant les acteurs de la controverse de la surpêche. Il fallait le transformer voilà, en une œuvre artistique. Mmh. Et, et nous, on avait très envie d'aller jouer avec le dessin pour faire transmettre des messages. Et donc, on s'est dit que la bande dessinée, ça fonctionnerait bien. Et, euh, et on s'est lancé dans cette aventure-là, d'abord dans le domaine scolaire, puis ça a dû, malgré nous, sortir de ce domaine scolaire-là. Comment tu t'es dit, enfin, comment vous vous êtes dit, heu: «On va trouver quelqu'un pour illustrer notre dossier et on va en faire quelque chose de plus grand que simplement faire un dossier scolaire»? Ouais. Alors pour le dessin, c'était très simple. Je suis peut-être douée pour le podcast ou pour certaines autres choses, mais le dessin n'en fait clairement pas partie. Je suis restée à l'école primaire avec les bonhommes bâtons. Et Romane, ma co-autrice, était peut-être un petit peu plus forte que moi, mais on n'est pas sur un gros niveau de dessin. OK. Et en fait, tout simplement pour que le message soit transmis de manière fluide, il fallait que ce soit un dessin, ou en tout cas on avait envie que ce soit un dessin de qualité. C'est pour ça que j'ai pensé à contacter Matteo Le Squarnec, qui est l'illustrateur de notre bande dessinée, Mmh. avec qui on a été vraiment ravis de travailler et qui a fait un travail magnifique d'illustration et de mise en scène aussi, puisque Ouais. il a quand même un regard de dessinateur, tout simplement, que Mmh. en tant qu'autrice, on n'avait pas. Alors, je dis autrice, mais l'histoire est quand même une histoire assez légère. On n'est pas sur un scénario ultra alambiqué. C'est pas Game of Thrones sous l'eau, pas du tout. Mmh. On est simplement sur un plongeur qui va plonger, qui va se rendre compte que il y a une vraie baisse en fait de faune et de flore dans les océans, et qui va Mmh. essayer de faire ses recherches. Et de la même manière que moi et Roman, on a fait nos recherches en fait pour construire ce dossier journalistique, on va le suivre à travers ses rencontres, à travers les films qu'il va regarder, les demandes qu'il va faire à des poissonniers sur le marché dans lequel il est. Des Mmh. petites choses très simples en fait qu'on aurait pu tous faire, et, euh, et qui lui permet en fait tout simplement de comprendre bah, qu'est-ce que c'est que la surpêche, d'où ça vient, quelles en sont les conséquences, et puis est-ce qu'on peut faire quelque chose, comment on peut agir pour ça. Moi qui l'ai lu, personnellement, je trouve que ça soulève énormément de questions et là où je trouve que vous avez été vraiment forte, c'est que ça oblige aucune réponse. C'est-à-dire qu'on nous dit à aucun moment, «OK, il faut faire ça» ou «OK, arrêtez de jeter vos plastiques dans la mer». C'est induit évidemment, Mm. mais à aucun moment, vous prenez parti pour un camp ou pour un autre, vous exposez juste des faits et en plus vous êtes, comme tu l'as dit, grâce à votre, travail journalistique avant, vous avez eu la chance d'avoir des personnes qui ont un vrai impact là-dedans et qui ont pu vous donner un vrai avis. Mm. Hem, Ça aurait été facile, en vrai, juste de rentrer là-dedans, de les suivre et de leur dire: «Bah, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire?» et bah, voilà, maintenant, faut faire ça. Bah, je pense que ça vient de deux choses. La première, c'est qu'on travaillait la controverse. Donc une controverse, c'est forcément un sujet sur lequel les gens ne sont pas d'accord. Et en tant que journaliste, notre but, c'était pas enfin, d'apprenti journaliste plutôt, pardon, c'était pas du tout
prendre parti d'un côté ou de l'autre. C'était plus d'aller dépeindre le sujet, d'aller dépeindre les opinions des acteurs et d'aller regarder les conséquences qu'ils en sont aujourd'hui. Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que ce soit pour faire la BD ou notre dossier journalistique avant, notre but à aucun moment donné il était de culpabiliser qui que ce soit. Euh, Quand on entend le récit de pêcheurs, dont le métier, il faut le dire, est très très difficile, on peut pas leur en vouloir de faire ce qu'ils font. Et il est vraiment pas question de prendre parti pour qui que ce soit. Euh, L'idée, c'est plus d'apporter des clés de réponse aux personnes pour comprendre, parce que pour nous, c'est la première clé d'action, d'informer et d'éduquer et de comprendre les enjeux qui se tiennent là. Mhm. Ensuite, à chacun de prendre ses décisions. Il est hors de question, et ça a jamais été le but de notre bande dessinée, de dire à tout le monde d'arrêter de manger du poisson demain. C'est pas du tout ça. C'est plus de vous dire, bah, plutôt que d'arrêter complètement d'en manger, parce que ça peut être difficile pour certaines personnes, il y a d'autres solutions qui existent. On peut venir remplacer ces matières animales-là par des matières végétales, par d'autres choses, tout simplement, et de venir apporter des clés de solution et surtout de compréhension aux personnes Mhm. sur ce sujet-là. Ok. Par rapport à ton podcast, il y aura une saison 4, comme tu l'avais dit. Oui. Mais est-ce qu'on va avoir une saison 4 qui a été déjà travaillée? Est-ce que vous avez déjà trouvé tous les intervenants, toutes les personnes à interviewer, etc. Alors, vous, non. Moi, oui. Moi, toute seule, puisque je suis seule à travailler sur Mille et une ambitions. Tout à fait. Mais oui, j'ai deux choses. La première, c'est que j'ai déjà listé les personnes que j'aimerais, en tout cas, recevoir sur la saison 4 de Mille et une ambitions. Là, au moment où on tourne, on est début du mois de juillet, donc je vais commencer doucement à contacter les premiers invités pour enregistrer si ils en sont d'accord, évidemment. Mhm. Après, comme pour tous les épisodes, il ne faut pas hésiter, il y a un formulaire qui se trouve dans la description des épisodes de podcast sur lequel vous pouvez proposer les personnes que vous avez envie d'écouter. Je suis pas du tout à l'abri de changer un invité ou alors quelqu'un d'indisponible sur cette période-là que je ne pourrais pas recevoir. Je vais toujours regarder les propositions qui m'y sont faites à cet endroit-là. Et puis la deuxième chose pour la saison 4, c'est que il y a un nouveau format qui va débarquer. Ok. Je vais pas en dire de trop, parce que Ok. j'ai un peu envie de garder la surprise sur tout ça. Mais quand on a fait le bilan tout à l'heure, j'ai parlé de ces entrepreneurs jeunes, ceux qui osent, ceux qui se dépassent, qui n'ont pas peur, ou en tout cas ne se laissent pas paralyser par la peur euh, pour, euh, pour avancer et pour essayer de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai très envie de leur donner la parole sur cette quatrième saison de Mille et une ambitions. Ok. Donc, si ça vous intéresse, il faudra attendre le mois de septembre pour découvrir tout ça. Ok, très bien. Comme je disais au tout début, le tout premier épisode du podcast avec Dune Atelier, des quelques épisodes après ont été tournés en studio. Oui. Et depuis, tu enregistres de toi-même, par tes propres moyens, etc. Mhm. Comment tu as réussi à faire cette transition et est-ce qu'aujourd'hui tu préfères faire comme ça? Ou si tu avais le choix, tu partirais sur quelque part pour tourner dans un vrai studio avec peut-être l'invité en face de toi, Mm. peut-être passer à la vidéo aussi? Alors, la transition, elle s'est faite de manière assez fluide. Donc, pour expliquer rapidement, la première saison complète a été tournée en studio chez un ami à moi qui me prêtait ce studio et que je remercie grandement parce que ça m'a énormément aidé à me lancer. Mais la transition, elle s'est faite de manière assez fluide parce qu'en fait, je me retrouvais à vouloir interviewer des entrepreneurs qui étaient loin, géographiquement parlant, et dont je n'avais absolument pas les moyens de leur proposer de se déplacer et de les défrayer pour venir. Il faut savoir que Mille et une ambitions, c'est un podcast qui n'a pas vocation à créer de l'argent. C'est un projet
pour lequel je me donne personnellement gratuitement. Donc je n'en retire aucun fonds monétaire aujourd'hui. Et donc je n'ai pas aujourd'hui les moyens soit de faire déplacer des personnes, soit aujourd'hui de tout simplement payer un lieu d'enregistrement. Même si ça pourrait être pertinent. Donc cette transition-là, elle s'est faite de manière assez fluide parce que j'avais un besoin et une envie d'interviewer des gens sans limite géographique. Donc aujourd'hui, je passe par des applications en ligne qui me permettent de faire des enregistrements de très bonne qualité et qui surtout me donnent une liberté géographique et une liberté de voilà, je peux interviewer plusieurs personnes en même temps si je le souhaite. Je peux le faire avec une personne qui est à l'autre bout de la planète. Je pense à Oyo Papeterie qui est à Vancouver. On a pu tourner l'épisode de manière excessivement fluide, ce qui n'aurait pas été possible. Maintenant, au-delà de ça, j'aimerais beaucoup passer à de la vidéo. Ça pourrait être ultra pertinent et très intéressant. C'est quelque chose auquel je réfléchis dans les années à venir. Ce sera pas forcément pour la saison 4, sauf si l'été me donne des solutions annexes auxquelles j'ai envie de me tourner. Mais c'est des choses qui sont en réflexion de mon côté pour savoir. Mais le studio d'enregistrement, pas forcément, dans le sens où aujourd'hui, j'aime cette liberté que m'apportent les outils numériques et j'ai très envie d'en profiter au maximum. Ok. Si tu avais, on va dire, une liste de 3 conseils Mm. pour aider quelqu'un à se lancer, ce serait quoi? La première chose, c'est d'oser. Si on reste paralysé à sa place et qu'on n'essaye pas, dans tous les cas, on va le regretter un jour. Donc, oser, tout simplement, se lancer. Dans tous les cas, on n'a rien à perdre. Toutes les expériences sont bonnes à prendre et Mhm. on n'a aucune raison de ne pas essayer. Ce serait la première chose. Ok. La deuxième chose, c'est d'en parler autour de soi. On soupçonne jamais le nombre de personnes qui sont prêtes à nous soutenir, nous aider, nous apporter des informations ou des clés qui à terme pourront être essentielles et nous porter et nous aider à évoluer. Je pense à la personne qui m'a proposé le studio dans les premières années du podcast. Si j'en avais pas parlé, il me l'aurait jamais proposé et je Ah, l'aurais bien sûr. certainement jamais lancé 1001 ambitions. Mhm. Donc voilà, d'en parler autour de soi. Et le troisième conseil, ce serait au-delà d'en parler autour de soi, de savoir prendre la mesure des choses. Parfois, il faut écouter l'autre, mais aussi savoir se détacher des conseils qui peuvent être donnés. On peut écouter, entendre et prendre en compte ces choses-là, mais si au fond de toi tu sens que t'es intimement persuadé que c'est la voie qu'il faut que tu prennes, même si tout le monde autour de toi est en train de te dire que tu fonces droit dans le mur, si tu crois de toi-même, t'as aucune raison d'aller faire autre chose. Ouais. Et dans ces cas-là, il faut vraiment oser. Ok, je trouve que c'est une très belle liste. Bon, alors, on est chez toi, mais mettons que des personnes te découvrent. Si ces personnes-là veulent te soutenir, où est-ce qu'on peut les envoyer? Alors si pour écouter Mille et une ambitions, toutes les plateformes de streaming classiques normalement, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. La liste est longue, YouTube aussi. Et puis si c'est pour me suivre un petit peu plus dans les actualités au jour le jour, venir me suivre sur Instagram, donc adeona-du-bas communication ou Mille et une ambitions en un seul mot. Voilà, c'est je pense le plus simple. Et puis pour Adeona, il y a normalement, je dis bien normalement, un site web qui devrait arriver dans les mois à venir. Voilà. Ok, très bien. Pas de date de sortie? Non, on va pas se mettre la pression. Ok, très bien, très bien, très bien. Si tu avais une recommandation à faire, que ce soit pour quelqu'un de ton entourage ou pas, ou un projet qui te tient à cœur? Euh, Il y a un projet qui va arriver dans les mois à venir, encore une fois, je donnerai pas de date, Mhm. d'un nouveau podcast Ok. qui va bousculer.
dans lequel on va se confier entre entrepreneurs. Ok. Et j'ai pas le droit d'en dire plus parce que ça n'est pas que mon projet. Ok. Mais je serai l'une des co-animatrices avec une personne que j'affectionne beaucoup. Mais en tout cas, si vous avez envie de découvrir les dessous de l'entrepreneuriat, que vous aimez parler difficultés, échecs et parcours, c'est un podcast qui vous intéressera, je pense, énormément. Donc, restez connectés aux alentours de la début d'année scolaire. Et si jamais on veut avoir des informations par rapport à ce projet-là, on peut le retrouver quelque part ou on peut suivre peut-être sur tes réseaux? Ouais, complètement, de me suivre sur Mille et une ambitions. De toute façon, j'en parlerai très prochainement dès que tout sera bien mis en place et dès qu'on pourra en parler ouvertement. Ok, très bien. Du coup, je vais te poser cette fameuse question. Qu'est-ce que tu souhaiterais pouvoir écouter dans ton micro? Je pense qu'il y a quelqu'un que j'aimerais énormément recevoir, qui est pour le moment du domaine de l'inatteignable, dans ma tête en tout cas. Mais c'est Léa Coffran, qui est beaucoup plus connue sous le nom de Je ne suis pas jolie sur Ok. internet, qui est donc la fondatrice de techcare.co notamment, et puis de l'entreprise Je ne suis pas jolie du coup. Qui est une influenceuse notamment que je suis depuis de nombreuses années et qui m'a beaucoup inspirée pour me lancer dans l'entrepreneuriat et que je serais ravie d'écouter et ravie de recevoir pour parler de son parcours à mon micro justement. Eh ben, écoute, je pense que c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour à peu près. Est-ce que tu aurais une dernière chose à dire, peut-être? Bah déjà merci, je pense, pour toutes les personnes qui sont là depuis 3 ans au moins, mais en tout cas qui écoutent Mille et une ambitions assidûment ou non, et qui me suivent, c'est très important pour moi. Et puis merci à toi, Eddy, qui est derrière ce micro et qui aura pris le temps aujourd'hui de prendre ma place, de venir m'interviewer pour cet épisode anniversaire. Je tiens quand même à préciser que c'est beaucoup moins facile d'être à cette place-là qu'à la tienne, là, actuellement. Tout s'est très bien passé, je suis ravie et je te remercie d'avoir pris cette casquette, aussi facile soit-elle à prendre. Je suis très contente de pouvoir fêter ces 3 ans à tes côtés aussi. Tout à fait, c'est exactement là où je voulais en venir. Ça fait donc 3 ans. Donc évidemment, joyeux anniversaire. Merci. J'espère que ça vous aura plu, vous qui écoutez, et j'espère que vous avez pu apprendre un petit peu plus de la personne que vous écoutez depuis 3 ans maintenant. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour évidemment la 4e saison, qui a priori va être un petit peu spéciale. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps. Merci à vous d'avoir écouté aujourd'hui. Et bah, je te souhaite une très belle journée. Merci à toi. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambitions. Tu retrouveras dans les notes de ce podcast l'ensemble des liens que nous avons abordés avec Eddy, mais aussi un formulaire pour me proposer les sujets sur lesquels tu voudrais que je réalise un épisode. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous en septembre pour découvrir la saison 4 de Mille et une ambitions.